actuelle en Iran. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité unique, une personne d'origine iranienne vivant en Europe francophone, cadre dans le milieu des affaires et opposant au régime des mollahs. Avec lui, nous allons explorer les faits marquants qui dessinent le quotidien de l'Iran sans parti pris, en nous appuyant sur les données concrètes et vérifiables. Donc, bonjour, monsieur Darius. Bonjour. Donc, ma première question, quel est votre ressenti par rapport à la situation actuelle en Iran, notamment ces dernières semaines et les récents rebondissements? Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Mon ressenti est partagé. D'un côté, on observe une société iranienne de plus en plus active et mes compatriotes cherchent à faire entendre leur voix malgré les risques qu'ils encourent tous les jours. Donc actuellement, les manifestations sont interdites par le régime. Donc depuis la fin de la guerre, donc il y a quand même pas mal de suspicions du gouvernement vis-à-vis des cadres haut placés, donc de haut rang. Et ils ont quasiment interdit aujourd'hui tout rassemblement à Téhéran, voire dans d'autres villes. Il y a quand même une opposition qui se met en place, que ce soit au sein de l'Iran, voire même à l'extérieur de l'Iran. Et ces tensions internes au sommet du régime, ces dernières semaines, ont installé un climat très inquiétant, donc un climat qui permet de constater, de ressentir la peur du régime et de tous ces hauts dirigeants dignitaires du régime qui défendaient le guide Khamenei jusqu'à maintenant. Et même Khamenei a quasiment disparu pendant toute la guerre, était caché dans un endroit inconnu, tenu secret, qui était, je pense, pas méconnu des Israéliens, mais ils avaient pour ordre de ne pas l'assassiner. Mais je pense que les services iraniens ont été également infiltré par une structure qui a été mise en place depuis le 7 octobre dernier par les services secrets israéliens, avec la prise d'otages qu'on connaît, qui ont permis en fait cette préparation qui dure depuis plus de 2 ans pour préparer ces attaques, donc la guerre qui a duré 12 ans, qui ont ciblé, évidemment, comme on l'a vu dans les médias et dans les journaux télévisés, des commandements des gardiens de la révolution. Donc toutes les numéros 1 du régime ont été quasiment éliminés pendant les premières heures de la guerre. Donc ce qui a provoqué un onde de choc au sein du régime, avec des arrestations en interne et un climat de paranoïa qui s'est généralisé au fur et à mesure. Et en tant que cadre, dans le milieu des affaires, je peux vous dire que cette instabilité rend toute projection économique, bien entendu, pour le pays, parce qu'aujourd'hui, le pays est très mal en point économiquement. Les gens commencent à ressentir la souffrance. On souffrait déjà avant la guerre. Il y avait de l'oppression sur les personnes, avec une crise économique sans précédent, avec une dévaluation de notre monnaie qui s'est accentuée encore plus aujourd'hui. Alors comment voulez-vous que l'Iran ou les personnes puissent vivre au quotidien avec tous ces problèmes? Donc je pense qu'au-delà des aspects, on va dire, sécuritaires, il faut rappeler qu'un fait fondamental, que depuis plus de 40 ans, en fait, tous ces organes économiques du pays est dans les mains des gardiens de la Révolution. En tout cas, c'est un pouvoir qui avait été donné par le guide suprême actuel, donc Khamenei, qui avait tout intérêt de s'entendre avec ces gens-là, car pour lui, c'était la stabilité de rester au pouvoir. Donc le fait d'investir, de promettre aux gardiens de la Révolution du pouvoir économique, en fait, lui-même, depuis 40 ans, depuis la mort de Khomeini, c'est assurer ce pouvoir qui aujourd'hui vacille de plus en plus.
Merci pour ta réponse. Maintenant, je passe à la deuxième question. C'est pour ma communauté. Donc, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi les puissances internationales ont imposé un embargo à l'Iran. Donc, question simple, pour un petit peu avant de rentrer dans le détail, pourquoi cet embargo à l'Iran? Alors, il y a plusieurs, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas de gaieté de cœur. Malheureusement, l'Iran, dès le début, s'est vu de la révolution iranienne, hein, mais la guerre qui a donc éclaté dans les années 80 avec l'Irak, pour une région qui s'appelait Châtel Arabe, mais il y avait déjà eu des conventions de partage de territoire entre le Shah d'Iran et l'Irak. Bon, ces conventions n'ont pas convenu à l'Irak tout de suite. Ils ont attendu vraiment que l'Iran soit dans une position instable pour pouvoir attaquer déjà l'Iran, d'une part. Et à l'époque, bien sûr, l'Iran n'avait aucune armée et n'avait aucun pouvoir militaire, mis à part les fameux milices qu'on appelait les gardiens de la Révolution. Mais pour répondre à votre question, pourquoi il y a eu des sanctions imposées à l'Iran? Bien sûr, bah, les sanctions étaient liées à une tension politique dès le départ à cause des prises d'otages en Iran. Donc, des prises d'otages américains hein, dans l'ambassade américaine. On se souvient tous. Moi, je me souviens, j'étais enfant, donc je me souviens parfaitement la prise d'otages américain au consulat américain, qui ont duré un certain temps, donc qui ont coûté quand même extrêmement cher à l'État iranien de l'époque, donc qui venait juste prendre les pouvoirs, et effectivement, avec tous les gels des avoirs iraniens à l'étranger, qui est aux alentours de 12 milliards de dollars. Et également, dès le début, bah, l'Iran s'est fait accuser en fait de soutenir des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas qu'on connaît et qui ont suivi des sanctions supplémentaires au soutien présumé au terrorisme. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi ce fameux programme nucléaire iranien, hein, donc à partir des années 2005, où la communauté internationale on soupçonnait l'Iran de vouloir développer l'arme nucléaire, donc avec l'enrichissement de l'uranium, etc. Donc tout ça, ça a entraîné des sanctions contre l'Iran et avec un ralentissement aussi du programme nucléaire iranien par des cyberattaques. Donc on connaît tous les fameux attaques israéliennes contre les infrastructures iraniennes avec le virus Stuxnet. Donc l'objectif c'était vraiment pour ralentir le programme iranien. Donc déjà aussi ça permettait aussi de jouer dans cet embargo parce qu'effectivement le fait d'avoir détruit ces infrastructures ça touchait toute la partie électronique des infrastructures qui géraient les centrifugeuses et l'Iran étant sous embargo, bah, les puces électroniques ne peuvent pas forcément rentrer directement, donc ils ont mis tout un système avec les Chinois derrière pour justement faire parvenir en fait des technologies, soit de la Russie, soit ailleurs, soit Pakistan, etc. etc. Et effectivement, un des facteur majeur de ces embargos, évidemment, c'est la violation des droits humains, hein. Donc la répression du peuple en interne. Donc un régime qui s'est durci de jour en jour, d'année en année, en jouant sur le port du hijab, sur le port imposé aux femmes, et évidemment une raison de comment dirais-je, des sanctions qui étaient ciblées, qui avaient été imposées, mais qui me permettaient de faire de la répression sur les gens. Il va l'enregistrer. Non, arrête ça. Merci pour la réponse. Je profite pour... je suis Kabyle, d'Algérie. Je ne sais pas si vous êtes au courant que l'ambassade, en fait, l'Algérie, l'Algérie de 1979, avait un rôle crucial dans la libération des otages
qui ont été pris par les Iraniens. Est-ce que est-ce que vous êtes au courant ou pas? Oui, tout à fait, je suis au courant, malheureusement. Et effectivement, après cette prise d'otage du 4 novembre 79, où il y avait quand même 52 diplomates américains qui avaient été retenus pendant Mm. quasiment 444 jours. Et aussi entre deux gouvernements américains, donc il y avait Carter et après il y a eu Ronald Reagan. Les deux gouvernements en Mhm. chevauchement, voilà, ils ont eu aussi un rôle important à jouer. Mais effectivement, l'Algérie a intervenu en tant que médiateur neutre, donc entre les États-Unis et l'Iran, justement, pour résoudre cette crise. Je ne rentre pas dans les détails, mais Mhm. effectivement, il y a eu une intervention de l'Algérie qui ont permis la signature de certains accords qui ont abouti à la libération des otages plus tard en 81 et ensuite aussi un dégel des avoirs iraniens qui étaient bloqués aux États-Unis et ils ont commencé à lever certaines sanctions mais pas toutes. Merci. Donc, je rappelle le nom Mohamed Sadiq Ben Yahya, qui était ministre algérien à l'époque des Affaires étrangères. En fait, je me permets de poser cette question. C'est vraiment pour faire le parallèle entre l'Algérie de 1979 avec l'Algérie d'aujourd'hui, qui est complètement muette. Tout à fait. Donc ça, c'est un clin d'œil aux Algériens de se réveiller. La prochaine question, c'est vraiment... là, on a parlé sur les causes de l'embargo, qui a participé. Au niveau de cet embargo-là, on sait que les maîtres du monde, c'est les pays d'Occident, enfin les Occidentaux qui gèrent un petit peu ce genre de choses. Est-ce que les pays comme la Chine, hein, bien que la Chine de 79, c'est plus la Chine de maintenant, de 2025, la Russie aussi, est-ce qu'il y a des pays avec lesquels l'Iran a maintenu les relations internationales, que ce soit dans les échanges, import-export, que ce soit dans enfin, les liens économiques ou politiques, etc., comme le Pakistan. Enfin, quels sont les pays essentiels qui ont pesé ou qui ont aidé l'Iran à se maintenir parce que c'est un État qui ne s'est pas effondré, malgré la durée de l'embargo. Alors effectivement, pour répondre à ta question, effectivement, les alliés stratégiques, ce sont les pays qui se démarquent des autres pays qu'on peut connaître, bien sûr la Chine, la Russie, le Pakistan, ils ont joué un rôle important. Alors la Chine, évidemment, c'est le premier client pétrolier de l'Iran depuis maintenant plusieurs années, et même depuis l'embargo, parce que c'est un pays qui est un peu considéré euh, indépendant, donc ils font ce qu'ils veulent sans se soucier des directives internationaux. Et effectivement, la Russie a énormément joué aussi au point de vue militaire notamment dans la présence de l'Iran sur le sol syrien. Donc effectivement, euh, comment dire, effectivement, donc aujourd'hui, l'Iran a rejoint les BRICS, hein, donc le soutien actif de Moscou. Pour continuer de répondre à cette question, bien sûr, oui, les pays comme les Émirats arabes unis, voilà, ils ont joué un rôle important, d'une manière très discrète, en termes de logistique et importation, notamment des importations iraniennes, malgré les tensions régionales. Et un des alliés les plus forts aujourd'hui, qui est aujourd'hui d'actualité, je verrais même les dignitaires du régime migrer voilà, pour pouvoir se réfugier dans ces pays-là, évidemment le Venezuela, Cuba et Nicaragua, qui ont joué un rôle important pour partager justement leur savoir-faire pour permettre à l'Iran de pouvoir survivre malgré les sanctions. Il ne faut pas oublier la Turquie également, qui était un partenaire commercial important. Donc on a quand même une frontière en commun, ensemble, par le nord, par l'Azerbaïdjan, qui permettent effectivement notamment
d'échanger notamment tout ce qui est secteur énergie et produits manufacturés. Merci. Donc, pour ma communauté, pour les Kabyles, surtout, les gens qui me suivent, il y en a certains qui ne connaissent pas très bien l'Iran profonde. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une diversité en Iran? Et si oui, je pense que oui, parce qu'il y a les Oui, Kurdes, tout à fait. il y en a beaucoup. Est-ce que on peut savoir un peu les communautés qui posent problème ou pas? Est-ce qu'il y a la notion de minorité méprisée, en fait marginalisée par le pouvoir ou par les mollahs? Et donc, comment c'est matché tout ça? Est-ce qu'il y a respect de... Je pense que quand il y a l'islam, il n'y a pas de respect de la diversité. Alors Vous pour répondre, continuez à utiliser votre langue. Vous avez une seule langue. Est-ce que les Kurdes, ils ont une langue à part? Quels sont les problèmes en fait internes ou intérieurs auxquels l'Iran fait face? Ça, en fait, bien d'un point sûr, de vue... bien sûr. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui, l'Iran, c'est un pays très diversifié, hein, donc à la fois éthiquement et linguistiquement, et surtout culturellement. Donc l'Iran, avant un nom qui s'appelait la Perse, et aujourd'hui c'est un Iran qui est plutôt retourné vers du chiisme. En fait, c'est une déclinaison entre le chiite et les sunnites. Donc la différence entre chiite et sunnite, c'est déjà l'Iran, c'est un pays, c'est pas un pays arabe. Déjà, premièrement, c'est un pays qui est, euh, qui est perse. Donc l'arabe, c'est pas notre langue première, c'est le persan qui est parlé aujourd'hui. Et effectivement, on a environ euh, des différentes communautés, hein, qui sont réparties en Iran entre les Azéris, entre les Kurdes, entre Azéri, les Azéris, oui, les Lors, les Kurdes, entre les Arabes des Baloutchistan, des Turkménistan. Donc voilà, il y a une forte communauté, aussi arméniens, j'oublie, et de juifs, et les juifs aussi, ouais. on oublie de le préciser. C'est des juifs iraniens. Ce sont des juifs iraniens, hein, qui sont là depuis, Les Kurdes, depuis toujours, depuis toujours qui sont là et qui vivent en Iran de manière très stable. Donc effectivement, mis à part, on va dire, respectés, ils sont voilà, respectés respectés. avec Et leurs on a toujours droits. vécu Ouais. en communauté. Voilà. Donc par rapport à ça, alors pour faire une distinction aussi, après j'ai parlé de si je suis sunnite et chiite. Alors sunnite, c'est plutôt ce sont les Arabes saoudiens qui croient au prophète Mohammed, alors que les Iraniens, ils se sont trouvés en fait une autre, euh, une autre branche qui descend de l'islam. En fait, ils suivent en fait Qui est Ali. les fils, et en fait les fils du prophète, alors que le prophète, on sait très bien, il n'a pas eu de Et là, fils. on n'a pas eu Ça a de... été Non. leur gendre. Donc quelque part on se pose la question de leur légitimité. Alors moi personnellement, je suis ni l'un ni pour l'autre. J'ai foi, je respecte. Maintenant, voilà, ça reste qu'un avis. Moi personnellement, c'est juste une sorte De fonds de symbole qui a commerce. été trouvé, fonds de De commerce, fonds on de peut le dire comme commerce. ça de manière vulgaire, pour permettre à ce régime de se maintenir au pouvoir depuis toujours. Enfin, c'est un Voilà. produit, le Coran, on peut dire c'est un programme politique. Ça peut être un programme politique, C'est un programme politique. vu de Ouais. cet angle-là, oui, oui, c'est Chacun prend sa l'islam version. politique, effectivement, qui est en train que Khomeini a essayé d'instaurer depuis qu'il est au pouvoir, un islam politique. Alors qu'avant, pendant l'époque du Shah d'Iran, on était quand même dans une islam plus modéré, voilà, comme on a pu connaître dans les années 20, 30, 40 quand même. L'islam n'était pas considéré comme une religion dangereuse. Aujourd'hui, ça s'est très durci. Donc ça fait peur. Les gens fuient. Donc moi, mes compatriotes aujourd'hui, ils prient moins que pendant l'époque du Shah d'Iran. Parce Par qu'il y a le exemple. monopole. Voilà, tout à fait. Effectivement, après, vous avez parlé des problèmes de majorité qui pourraient être sur lesquels en fait le régime pourrait se faire de la répression. Oui, oui, il y a toujours eu des arrestations entre les Kurdes, entre les Azéris. Donc l'État islamique n'était pas très
en accord avec leurs droits. Donc ils ont toujours été aussi bien maltraités pendant le régime du Saddam Hussein que pendant les régimes de l'Iran. Donc effectivement, aujourd'hui... Et vous êtes azéri, vous êtes... Alors moi je suis de Téhéran, tout simplement. Et voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai ensuite migré en Europe et grandi, fait mes études ici. Mais effectivement, ce qui aujourd'hui, malheureusement, c'est le problème de beaucoup de pays. La dictature, évidemment, on retrouve la corruption et inégalité. Hein. Comme toujours, le pouvoir est concentré entre les mains aujourd'hui des religieux qui permettent pas, en fait, à ce que voilà, c'est ça. On peut dire qu'il n'y a pas une nation, en fait. Enfin, si je compare par rapport à la... Très peu de pourcentage sont avec ce régime. On va dire c'est peut-être 10-15% des Iraniens sont uniquement seulement avec ce régime. Le reste, ils sont tous dans l'opposition. Ils ne parlent pas. Ils sont soumis, quoi. Voilà, sinon il y a une répression totale, quoi. Mais il faut savoir quand même que l'Iran, malgré tout ceci, je terminerai sous cette note-là, ça reste quand même un pays extrêmement riche, diversifié. Vraiment, on n'a rien à envier aux autres nations, parce que vraiment, on a la chance d'avoir malheureusement, cette diversité c'est mal intégré au système politique et éducatif actuel, qui a permis en fait une divergence malheureusement au fil des ans, et aussi l'incapacité du régime de pouvoir gouverner. Ce régime ne savent pas gouverner. Ce sont des gens illettrés, ce sont des gens qui n'ont aucune éducation, ils n'ont pas plus de 5 années d'études. Malheureusement, pour certains, ils se nomment docteur en quoi. Bon, j'aimerais bien savoir, mais effectivement, là, on est très loin. Merci pour les réponses bien claires. En fait, moi, la question qui me taraude, en fait, la question qui s'impose, on va dire, c'est que il y avait le Shah. Le peuple avait l'air plus épanoui. Oui, l'islam n'était pas vraiment pénétrant à ce point-là. C'était les Européens, les Occidentaux, parce que Khamenei, il était en France. Donc, les Occidentaux, j'ai l'impression qu'ils avaient tout fait pour mettre en place ce mot-là, ces islamistes. Tu m'interromps si ouais. Et ensuite, ça veut dire qu'ils ont dégagé un roi pour le remplacer par un islamiste, et maintenant les islamistes posent problème. Est-ce que c'est quoi tout ça en fait? Est-ce que les Européens piègent certaines nations, ou c'est un moyen de destruction, cette religion mortifère? Alors moi je ne fais pas de politique, mais effectivement la question est pertinente, parce que malheureusement, comme on le sait, je ne vais pas nommer les noms des pays, parce que je ne fais pas de politique, mais il y a eu beaucoup d'ingérence de beaucoup de pays européens, que ce soit dans les pays africains, asiatiques et autres. Malheureusement, en Iran aussi, le Shah d'Iran, si on raconte très rapidement son histoire, a été mis en place par les Britanniques, tout simplement parce qu'ils avaient découvert le pétrole au début du siècle, et que la première société pétrolière, donc British Petroleum, a été établie en Iran. Et sous prétexte de ces investissements, on va dire étrangers, bon, je trouve quelque part légitimes, ils ont tiré profit pendant plus de 50 ans, avec des contrats qui n'étaient pas tout à fait équilibrés. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Qui n'était pas très équilibré, qui fait que, bon, au bout d'un moment, dans les années 50, quand le Shah d'Iran était jeune roi, donc son père venait de mourir, il a pris le pouvoir, et il avait nommé son premier ministre économique, donc Mossadegh, qui avait essayé, comme le premier pays donc qui avait nationalisé son pétrole, qui était le Mexique. L'Iran était quasiment le deuxième pays dans le monde d'essayer de nationaliser son pétrole, pour dire ok, le pétrole, ça appartient au peuple. Ça appartient pas à une organisation quelconque. Voilà. Mais il s'est fait taire. Le Shah d'Iran, il s'est fait tout simplement dégager par les Américains.
C'est les Américains ou Les Américains, ils les ont Américains dégagé et tout simplement. les Anglais aussi? Sous la direction des Anglais. Les Anglais, ils donnent des ordres, les Américains, ils exécutent. Ils exécutent, voilà. ouais. C'est un Ok. peu toujours le sale boulot. Mhm. Et ils lui ont donné une bonne leçon. Ça a duré quelques temps. Et quand il est revenu, les Britanniques ont fait un coup d'État pour renverser le régime de Mossadegh à l'époque. Mhm. Et le Shah est revenu au pouvoir. Donc c'est là que le Shah d'Iran a commencé à faire des erreurs, comme avec la mise en place de son service secret, donc la SAVAK, qui est l'équivalent de Mossad qu'on connaît aujourd'hui, ou d'autres FBI, etc. pour les Américains. Donc il a inventé cette police secrète justement pour permettre à faire taire justement l'émergence de l'opposition. Ça a été une erreur du Shah d'Iran. L'autre erreur, moi je pense pas que ce soit une erreur que le Shah d'Iran ait fait des erreurs de vouloir transformer l'Iran du 18e siècle en un Iran moderne. Je pense qu'il l'a très bien fait. Et, il a permis à l'Iran de s'épanouir très rapidement et rattraper un retard qu'on avait depuis plusieurs... Il a rattrapé plusieurs siècles de retard en quelques décennies. Et ça déplaisait. Ça déplaisait aux personnes comme Khomeini, qui étaient les religieux de l'époque. Ça leur déplaisait. Ils voyaient un mauvais œil, en fait, l'occidentalisation en Iran. Et ça, malheureusement, ça a joué. Ça a joué en sa défaveur, même notamment quand il faisait des fêtes pour fêter la monarchie perse de 2500 ans en 1973. Ils étaient contre. Et il n'a pas invité le peuple, il a invité tous les chefs d'État. Et à un moment donné, il s'est retourné vers un de ses ministres, il a dit comment ça se fait qu'il nous manque quelque chose là? Effectivement, son ministre a dit, le Shah d'Iran qui posait la question à un de ses ministres, il a dit mais il manque quelque chose. Vous avez oublié d'inviter le peuple, mon roi. Vous avez oublié d'inviter le peuple. Et je pense que c'est des erreurs qu'on ne peut pas se permettre. Et Khomeini était là-bas à l'époque? En fait, il y avait des islamistes. Alors, Khomeini, il avait été dégagé par le Shah d'Iran. Il avait été envoyé à Najaf, donc en Irak. Et même de souvenirs de ce que moi je pu lire après dans les livres d'histoire, enfin ce qu'on a pu trouver comme reportage et autres, je me souviens même que Saddam Hussein avait même contacté le Shah d'Iran pour savoir s'il devait éventuellement se débarrasser de ce religieux, parce qu'il était dangereux pour Saddam Hussein aussi, parce qu'il était chiite et il était dans un pays où ça le déplaisait d'intervenir. Saddam Hussein était laïque, donc ça déplaisait à ce qu'un religieux vienne fiche la pagaille dans son pays. Donc c'est pour ça qu'il a essayé de l'expulser. Récupéré par la Grande-Bretagne, j'imagine. Dans d'autres pays, donc les autres pays n'en ont pas voulu. Même un des pays du Golfe, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir après. Qui a été Koweït, c'était Koweït, tout à fait, c'était Koweït, qui n'en voulaient pas. Et ensuite, pendant l'époque de Giscard d'Estaing, ils ont permis à ce que Khomeini vienne s'installer en France, mais avec un visa visiteur, sans qu'il y ait de mouvance, on va dire, politique et autres. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Et c'est ce qui a déclenché en fait la révolution. Du coup, c'est la France ou la Grande-Bretagne qui Alors, la Grande-Bretagne ont participé dans les coulisses. La France a joué son rôle, mais évidemment, Khomeini a bien été placé, enfin, de mon point de vue, après c'est un avis personnel, par les services secrets français, par la France, par la Grande-Bretagne et les Américains, parce qu'au moment où il s'est fait raccompagner